Good Morning Business, French Tech. On parle de la relation client. On est avec Anthony Morel et nous recevons Armand Tiberge, président et fondateur de Brevo. Ça s'appelait Sendinblue il y a encore peu de temps, Brevo. C'est de la relation client. Donc, vous allez investir beaucoup dans l'intelligence artificielle. Avant toute chose, rappelez-nous ce que fait Brevo. Alors Brevo, c'est un CRM. Nous sommes leader européen. On permet à nos clients, des centaines de milliers de clients, de PME et de grands groupes, d'interagir avec leurs clients et de gérer vraiment leur relation client de A à Z. Et donc à travers quoi ? À travers des newsletters, c'est des campagnes de communication sur les réseaux sociaux, vous leur proposez tout ça en fait ? Exactement, alors c'est une solution omnicanal, donc on a tous les canaux digitaux, email, SMS, WhatsApp, chat, push, wallet, et on a aussi une CDP, c'est-à-dire dans notre jargon, c'est un module qui va pouvoir gérer toute la data du client à l'intérieur de Brevo. Donc on s'adresse à la fois aux petites entreprises, mais aussi aux beaucoup plus grosses. Oui, parce que vous aviez commencé justement par les TPE-PME qui étaient très peu digitalisées sur cette question de la relation client, et vous avez quand même pivoté, ou en tout cas ajouté à vos clients les très grands groupes du type Louis Vuitton, Carrefour, H&M ou encore Doctolib. Oui, exactement, ouais. On a fait ce pivot il y a quelques années et maintenant aujourd'hui c'est 25% de nos clients, notre chiffre d'affaires qui est sur cette offre qu'on appelle enterprise, donc en entreprise, et donc qui sont plutôt des plus grosses sociétés ou alors des grands groupes. Vous êtes, en fait, vous concurrencez Salesforce, si je comprends bien, parce que c'est un peu ce qu'ils proposent, si c'est des outils de CRM. Eux étaient vraiment très présents sur les grands comptes. Ouais. Vous, pour le coup, vous aviez un peu pris le contre-pied en allant vers des TPE-PME. Ouais. Vous nous parliez la dernière fois que vous veniez des viticulteurs ou des artisans pour lesquels vous proposez des outils de communication. Et là, maintenant, vous êtes en frontal face à Salesforce, finalement. Oui, exactement. Et alors, nous, on se veut comme une alternative européenne à Salesforce, à ces géants américains. Tous nos serveurs, notre hébergement est en Europe, en France en particulier, chez OVH, et on a vraiment la volonté d'être une alternative pour toutes les entreprises à un CRM américain comme Salesforce. Votre actualité, c'est que vous allez investir 50 millions d'euros sur 5 ans dans l'intelligence artificielle. Vous allez choisir quelle intelligence artificielle ? Alors, nous, la première chose, c'est qu'on veut vraiment... donc on gère les données de nos clients. Donc, ce qui est vachement important, c'est on est contraint et c'est vachement bien. C'est l'Europe qui a mis en place la RGPD et donc on est très très prudent sur l'usage de leurs données. Donc la première chose, c'est qu'on héberge chez nous en propre tous les modèles, tous les LLM qu'on peut utiliser. Alors évidemment, on privilégie Mistral, qui est un modèle développé en France. C'est un modèle open source. Il y a aussi d'autres modèles open source qu'on teste avec Facebook et la main exactement, et aussi DeepSeek qui est aussi une alternative intéressante. Mais tous ces modèles, c'est nous qui les hébergeons, c'est nos données, les données, elles restent chez nos clients. Donc ça veut dire que sur les 50 millions que vous allez investir, il y aura les trois, vous allez, quoi qu'il arrive, utiliser plusieurs intelligences artificielles de DeepSeek, de Mistral, peut-être d'OpenAI, enfin vous allez faire plusieurs... Ça dépend des cas. En fait, il y a différents usages de l'AI sur la plateforme. Ouais. Et donc, selon les usages, on va voir quel modèle est le plus performant. Et donc, on va sélectionner le plus performant au bénéfice à la fin de nos clients. Alors, qu'est-ce que vous allez faire concrètement, justement, quand on parle d'intelligence artificielle au service du CRM ? Comment ça peut se matérialiser concrètement ? Alors, il y a deux choses. Il y a un gain pour notre utilisateur sur Brevo. Donc, c'est lui permettre d'aller plus vite. En particulier, c'est une aide un petit peu à la Copilot de Microsoft. Donc, on a une aide dans l'outil qui va permettre de naviguer dans les pages, de configurer des choses plus rapidement. Par exemple, je peux chatter directement dans un outil qu'on va sortir, qu'on sort dans un mois, qui s'appelle Nova, et donc je vais pouvoir lui dire « Ah voilà, est-ce que tu peux me créer un contact avec telle et telle chose, alors que tu me récupérer les informations de telle autre entreprise ?» Donc ça, très simplement. Et la deuxième chose, c'est un bénéfice à la fin pour faire plus de chiffre d'affaires, générer plus de chiffre d'affaires pour notre client en personnalisant à l'extrême les interactions entre son entreprise et le client final. Donc en particulier, on va pouvoir faire du marketing ultra personnalisé. On a toute la data de nos clients. En particulier, on peut avoir par exemple l'historique de commande d'un client. On va pouvoir, avec cet historique, personnaliser encore plus grâce à l'LM les interactions qu'on va avoir avec lui, qu'elles soient via email, via SMS ou alors dans les chats. Ouais, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que la révolution de l'IA dans les entreprises, elle ne viendra pas simplement de l'utilisation de modèles généralistes, mais ce sera de l'intégration des données de l'entreprise spécifique couplées à de l'IA générative. Et c'est là en fait qu'on va en tirer tous les bénéfices.
Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, on fait beaucoup de GenAI, donc L'IA générative. IA générative, exactement, mais on utilise aussi l'IA tout court pour faire par exemple des prédictions de revenus, pour pouvoir savoir quels sont les clients qui vont à quel moment bien envoyer un message. Donc est-ce que c'est le matin, est-ce que c'est le soir? Donc on a un mélange d'IA et d'IA générative au sein des algorithmes qu'on utilise chez Brevo. Vous êtes très présent aux États-Unis. La France, c'est votre premier marché devant l'Allemagne et les États-Unis. C'est toujours dans cet ordre-là? Oui, alors on a les États-Unis qui sont à parité avec l'Allemagne aussi. L'Allemagne, c'est vraiment un marché qui est très important pour nous, qui marche très fort. On a cette offre souveraine européenne qui aussi attire les Allemands. Donc on a 30% en France, 15% aux États-Unis, 15% en Allemagne, et après pas mal le reste, pas mal en Europe, donc UK, Italie, Espagne. Et le fait d'être aux États-Unis, est-ce que ça vous aide à faire évoluer la relation client en Europe? Est-ce que les deux en sont au même stade de développement? Alors je dirais que les États-Unis sont un chouïa plus avancés que nous. Ce qu'on voit, c'est qu'ils ont des plus grosses bases de données déjà, parce que c'est un pays qui est plus gros, évidemment. Et deuxièmement, c'est ils dépensent un peu plus d'argent, ils sont un peu moins frileux. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de gens qui essayent et puis qui arrêtent, par exemple, alors qu'en France ou en Allemagne, c'est encore pire. Les gens qui prennent la solution, après, ils partent jamais. Ils mettent du temps à signer, mais ensuite, une fois qu'ils ont signé, ils partent plus. Donc on sent aux États-Unis qu'il y a peut-être plus de prise de risque, et puis ils dépensent plus, et puis ils ont des plus grosses bases, et ils ont des usages digitaux qui sont un peu plus évolués, quoi. Donc on sent que c'est un tout petit peu en avance peut-être, mais on n'a pas grand-chose pour les rattraper. Et juste d'un mot, il faut dire, parce que ça fait plaisir de recevoir des French Tech qui gagnent de l'argent. Depuis 2 ans. On reçoit beaucoup d'entreprises qui font des levées de fonds, et c'est formidable les levées de fonds. Mais là, on parle de Centaure. Les Centaures, c'est ceux qui font plus de 100 millions de chiffre d'affaires. Et vous êtes un double Centaure, 200 millions maintenant, c'est quasiment ça. Alors oui, en 2024, on était à 179 millions de chiffre d'affaires récurrent. Donc et on va passer la cap des 200 millions en 2025. Oui, donc si tout se passe bien, normalement on va largement battre ce record, et voilà. Et on va continuer encore dans les années à venir. Merci beaucoup Armand Tiberge, président et fondateur de Brevo, d'être venu nous voir aujourd'hui dans le matinal de l'économie.